Je m'appelle Dominique Champagne. L'autre matin, devant le journal, devant l'image de ce Tibétain qui s'immolait, en courant, en hurlant sur la place publique, j'ai été surpris de constater à quel point, curieusement, je m'identifiais à lui. C'est que, sincèrement, depuis le jour où j'ai vu les gazières débarquer dans mon arrière-pays, je suis en feu et je n'en dérougis pas. Piqué au vif par l'arrogance des puissants et la complicité servile de nos gouvernants, j'ai été par la suite doublement indigné par ma rencontre de la résignation et du sentiment d'impuissance généralisé chez nombre de mes concitoyens, et puis par l'ignorance aussi, à commencer par la mienne, et pendant des mois, il n'y a vraiment rien eu pour me calmer. Puis, peu à peu, j'ai été le témoin d'une extraordinaire leçon de démocratie, où j'ai vu s'allier une poignée d'honnêtes gens, vétérinaires, fermiers, producteurs maraîchers, ingénieurs, scientifiques, écologistes, chômeurs, retraités, qui, à la campagne comme à la ville, à force de courage et de détermination, sont devenus des milliers et ont fini par imposer le respect aux marchands de prospérité en ce pays. Après un an de lutte acharnée, ma flamme s'est un peu apaisée, mais quand j'ai vu en décembre dernier notre pays se retirer du concert des pays civilisés dans la lutte au réchauffement, le feu qui me rongeait par en dedans s'est mis à me sortir par les oreilles. Kyoto était devenu une abstraction dont tout le monde se foutait et Harper s'en frottait les mains. Depuis, j'ai tout tassé de ma vie professionnelle, pour ne pas dire familiale et professionnelle, pour mettre l'épaule à la roue, comme on dit, avec l'esprit de corvée, tentant de chasser mes démons en passant à l'action. Vous allez m'excuser, mais s'il me faut parler ici de démocratie et de liberté, c'est du 22 avril que je veux vous parler. Pour vous dire à quel point ce rendez-vous-là dépasse de loin pour moi les strictes préoccupations écologiques et les affaires de gaz. Il m'amène à poser les deux questions politiques qui me semblent les plus importantes de l'heure, avec peut-être la faim dans le monde, celle du partage de la richesse et du réchauffement climatique qui deviendra au cours des prochaines décennies le principal fauteur de famine, de tensions et de guerre dans le monde. Toute menace qui met en jeu ce que j'ai fini par appeler le bien commun, à la défense duquel je crois qu'il est urgent qu'on se porte tous ensemble. Le bien commun, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui appartient à tout le monde et qui ne devrait appartenir à personne en particulier. L'eau, l'air qu'on respire, le ciel font partie du bien commun, comme la justice, l'éducation, la démocratie, comme notre avenir sur cette terre, aujourd'hui mise à mal par les manières d'en exploiter les ressources. Aujourd'hui, on le sait, dans nos manières de développer, la tendance mondiale est à l'accroissement des inégalités. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Cette tendance est à la hausse, ici comme ailleurs, c'est une affaire entendue, un peu mieux d'ailleurs depuis l'automne des indignés. Et si au Québec on peut se vanter d'être bon, comme le disait Paul, parmi les champions mondiaux dans la lutte aux inégalités, et de vivre dans une société privilégiée parmi les plus émancipées au monde, si on peut être fier du fait qu'ici, entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre les jeunes et les moins jeunes, peu importe les tentatives de vouloir opposer la classe moyenne aux étudiants par les temps qui courent, si les inégalités sont moins criantes ici que presque partout ailleurs au monde, voilà que maintenant, des forces sont à l'œuvre pour nous entraîner vers des manières de faire qui menacent notre esprit de fraternité. Aujourd'hui, dans ce pays où on intoxique de plus en plus les opinions, où on matraque à coups de mensonges insistant la nécessité absolue de la croissance et du développement, quand on sait pertinemment que les ressources sont limitées et que la croissance perpétuelle est impossible, dans ce pays où on oppose systématiquement la prospérité à la protection de l'environnement, dans ce pays où les écologistes sont maintenant considérés par les ministres comme des terroristes, et où, subissant des attaques bien réglées, de plus en plus de scientifiques et avec eux, nombre de serviteurs du bien public sont muselés, appauvris, menacés de poursuites, bâillonnés, je refuse d'être dépossédé de l'avenir auquel il nous est encore permis de rêver. La démocratie a besoin de nous, parce que les intérêts d'une minorité toute puissante, menace les intérêts de la communauté.
Nous avons tous nos égos, tous nos logos, nos combats, mais pendant que ceux qui ont le pouvoir, ne doutant pas de leur bon droit, savent très bien ce qu'ils ont à faire, nous qui avons le cynisme si facile et tant de difficultés à croire, nous ne pouvons plus aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier, nous contenter de marquer tranquillement notre différence et notre dissidence en doutant de tout et en ne nous compromettant nulle part. Après 30 ans à se faire matraquer le tous pour un et le chacun pour soi, il est temps de remettre nos fraternités en marche. Lundi dernier, une douzaine de femmes Innu sont parties à pied de cette île et marcheront 1000 km jusqu'au 22 avril pour dénoncer l'avancée d'une industrie vorace sur le territoire de leur terre-mère. Avec elles, au pays du pétrole éthique et des paradis fiscaux miniers, nous devons tout mettre en œuvre pour que la tragédie de notre tranquille dépossession soit évitée. Arriverons-nous à ce qui commence? Écoutons Gaston Miron. J'ai fait de plus loin que moi un voyage abracadabra. Il y a longtemps que je ne m'étais pas revu. Me voici en moi comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence. Je te salue, silence. Je ne suis pas revenu pour revenir. Je suis arrivé à ce qui commence. Ce voyage abracadabrant fait de plus loin que soi est un appel à la transcendance, un appel à répondre à ce besoin que nous avons tous de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons parfois être plus grands que nous-mêmes. Mais pour que la marche à l'amour nous mène quelque part, ce dont nous avons besoin, c'est de nous mettre en route. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous encourager à l'inaction. Quand je vois se réduire Radio-Canada, je me demande même s'il n'y a pas un complot ici pour réduire l'espace de pensée. Repousser les faux maîtres, voilà la liberté. L'autre soir, je tentais live de prendre mon courage à deux mains et de faire mon devoir d'honnête citoyen en taquinant le ministre des Finances dans les studios de ce qui reste encore de notre télévision d'État et faisant valoir l'importance du contrôle démocratique de nos richesses naturelles et l'importance d'exiger d'abord la juste part aux minières, aux gazières et aux pétrolières avant de faire passer à la caisse les étudiants, voilà que je me retrouve 2 jours plus tard, le dimanche soir, mon entrevue coincée au montage entre une publicité vantant les bienfaits des sables bitumineux et son développement harmonieux avec l'environnement et une publicité vantant les mérites des minières. S'il faut s'y mettre, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est que les puissants sont à l'œuvre et qu'ils se croient tout permis et qu'ils ont des moyens que nous n'avons pas. La démocratie a besoin de nous. Depuis 2 mois, j'ai fait circuler une déclaration de principe plutôt bon enfant pour le 22 avril, et si j'ai trouvé des dizaines de citoyens pour la signer, j'ai aussi rencontré plusieurs personnalités de haut rang qui m'ont confié « Je suis d'accord avec ça. Je serai là dans la rue avec toi. Tu peux compter sur moi, mais je ne peux pas signer ça. » Pourquoi? Parce que je suis employé du fédéral, du provincial, parce que mon commanditaire, mon conseil d'administration, parce que mon patron nous écoute en haut, me disait hier l'animatrice off the record, parce que ma compagnie, ma soirée bénéfice, ma subvention, mon numéro de charité, tu comprends? Parce que j'ai donné ma langue au chat et que le chat l'a mangé ma langue et que depuis j'ai perdu une partie de ma liberté de dire publiquement ce que je pense vraiment. Social est atteint et la démocratie a vraiment besoin de nous parce que nous avons nous-mêmes commencé à nous censurer. Je ne dis pas ça pour passer plus fin que personne ici-bas, je ne joue pas au pur. Je veux seulement témoigner de ce que mes yeux voient et de ce que mes oreilles entendent par les temps qui courent. Et mon feu ne faiblit pas. La démocratie a besoin de nous et il faut multiplier les rendez-vous à se retrousser les manches et à se cracher dans les mains. Longtemps, nous nous sommes réfugiés dans des bonheurs intimes, des accomplissements solitaires, mais nous avons le devoir de nous retrouver maintenant, de renouer avec ce sens de la fraternité que nous avions perdu de vue. Pour arriver à ce qui commence, nous devons retrouver le moyen de nous remettre tous au service de l'œuvre. À commencer peut-être, pour parler concrètement, par tenter de nous libérer de la pétromonarchie dont nous sommes les sujets. Nous sommes tous des drogués du pétrole. Mais le pétrole va nous asphyxier à terme, autrement plus qu'il va nous enrichir si on ne réagit pas. La révolution passera
par les vélos que nous enfourcherons. Le peuple suédois s'est lancé depuis quelques années dans l'immense projet collectif de s'affranchir du pétrole d'ici 20-25 ans. Dans le réchauffement climatique où nous nous trouvons aux prises avec la nécessité de combattre les émissions polluantes, en grande partie provoquées par les énergies fossiles dont nous sommes les esclaves et les producteurs, nous avons devoir d'opérer un changement radical dans nos modes de vie. Nous sommes conviés à des efforts immenses de courage collectif et d'imagination. Il nous faudra apprendre à faire mieux avec moins, apprendre à opposer au pouvoir d'achat la qualité de la vie, réapprendre à marcher jusqu'à l'épicerie du coin plutôt que d'aller bruncher en char au 10-30 ou nous vautrer chez Walmart. Il nous faudra réapprendre à dire que nous voulons vivre dans des sociétés et non pas dans des économies. Cette semaine, ma belle-mère de 75 ans, qui porte fièrement le carré rouge, était tellement heureuse de me confier que sur la rue, des jeunes l'arrêtaient maintenant, tout sourire, pour lui dire merci d'avoir avec eux, les étudiants, le sens du printemps. Voilà la fraternité dont nous rêvons. Loin des calculs que les financiers aveugles nous imposent, c'est le bonheur que nous cherchons. Des forces voraces, formidables sont à l'œuvre, qui n'ont pour premier souci que l'assouvissement de leur cupidité. Et il est possible, si nous laissons faire, que nous leur abandonnions le monde, aux mains des mercenaires qui rôdent, si certains de leur bon droit, avec leurs firmes conseils et leurs relations publiques, galvaudant les mensonges qui menacent de disparition, les exigences véritables qui mènent au réel progrès. Les mêmes mensonges qui ont nourri le doute pendant des années sur les méfaits du tabac et de l'amiante sur la santé ou de l'activité industrielle sur le climat. Au profit de qui? Pour bâtir quel avenir en ce pays irions-nous nous perdre aux frontières où la limite respirable à l'être humain a déjà été dépassée? Quand les choses et les idées sont révolues, il est temps de les révolutionner. Arrivons-nous à ce qui commence? Nous arrivons à l'heure des choix, à cette nécessité critique de nous rassembler. Nous avons le devoir de nous mettre en marche. Bien sûr, on ne va pas libérer 30 ans d'individualisme en 12 heures de prise de parole ou un dimanche après-midi ensoleillé. Mais relevons le défi, l'espace d'un printemps, de tenter de renouer avec le meilleur de nous-mêmes, de prendre le parti d'espérer, d'avoir l'audace de croire à la quête du bonheur pour tous. Ce printemps, nous avons un rendez-vous avec nous-mêmes, avec le type de société où nous voulons vivre. Ou plus simplement, nous avons rendez-vous avec un après-midi de printemps, le 22 avril, où il fera bon rêver que nous arrivons à ce qui commence.